On va enregistrer ce Salade des savoirs qui va être disponible en ligne après. Vous allez recevoir, tous les gens qui étaient inscrits, vous allez recevoir le lien vers la présentation complète qu'on met en YouTube et avec une présentation PowerPoint, donc un complément d'information à la présentation de Jean-Marc qui va être disponible aussi, tout ça sur Passerelle dans les jours qui suivront le webinaire de ce midi. Donc, je m'appelle Caroline Dufresne, je travaille au TIES et puis j'ai le plaisir de coordonner le projet d'atelier des savoirs partagés avec Sylvain Laroche qui est au téléphone en soutien technique, je crois, à Mumu en ce moment. N'hésitez pas à allumer vos caméras ce midi si ça vous dit, parce qu'on va être plus en mode visuel échange. Si ça ne vous dit pas, il n'y a pas de problème. Donc, je commence, c'est ça, par quelques petites consignes techniques. Si possible, s'il vous plaît, gardez vos micros fermés pendant les présentations. Il y aura une période d'échange, la présentation de Jean-Marc et de Jacques qui va durer une trentaine de minutes, va être suivie d'une période d'échange. Voilà, je vais muter les micros moi-même si jamais il y a des bruits comme ça. C'est le pouvoir ultime de l'hôte sur Zoom. Oui, il y aura une période d'échange. N'hésitez pas, pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez aller les mettre dans le clavardage. Moi, je pourrais les relayer après. Puis sinon, vous pourrez aussi allumer vos micros dans la deuxième partie pour poser directement vos questions à Jean-Marc ou à Jacques. Voilà. Donc, petit peut-être atelier des savoirs partagés 101 pour les gens qui sont moins proches du projet ou qui ont été moins là dans ce projet-là. Qu'est-ce que c'est, les ateliers des savoirs partagés? C'est 3 communautés territoriales, Saint-Camille, la MRC de Bellechasse et Petit-Saguenay, et une communauté d'une quinzaine de chercheurs et d'étudiants de 5 universités, puis un volet de transfert de connaissances. Toutes ces personnes, ces organisations-là s'intéressent et partagent des connaissances selon leur champ d'intérêt sur des champs liés à la ruralité, sur des enjeux plutôt liés à la ruralité. Alors, les objectifs de ce projet-là, c'est de contribuer à la vitalité et à l'attractivité du milieu rural, à renforcer l'action collective et l'animation locale, à favoriser la réflexivité des communautés et à favoriser la relève locale. Alors, différentes activités, différentes pédagogies, partage de savoir, liaison, transfert. C'est en gros ce projet qui prend fin bientôt, mais qui devrait, on l'espère bien, se poursuivre dans une version 3.0 dès l'année prochaine. Alors, je vais vous présenter nos deux panélistes, nos deux présentateurs qui vont en fait nous parler de philanthropie et de développement des communautés rurales. Alors, ça va être en 2 morceaux. Un état de situation global sur la philanthropie subventionnaire du Québec pour commencer, puis ça va être suivi d'exemples de soutien de la Fondation Beatty à des initiatives rurales au Québec. On leur a posé 2 questions en fait. On leur a demandé à Jean-Marc et à Jacques quelles sont les conditions pour faciliter le dialogue entre des fondations et des communautés locales. Puis aussi, comment réaliser des alliances avec des fondations pour soutenir le développement des communautés locales. Des petites questions de rien, super faciles à répondre. Alors, je vous présente d'abord Jean-Marc Fontan, qui est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal et qui est impliqué dans les ateliers des savoirs partagés depuis la première mouture en 2012. Jean-Marc est spécialisé dans le domaine de la sociologie économique et travaille sur les thèmes de l'économie sociale, des actions collectives de lutte contre la pauvreté, de la revitalisation socio-territoriale, de la philanthropie organisée et de la recherche partenariale. Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales, le CRIS. Il dirige la collection Innovation sociale aux presses de l'Université du Québec et il co-dirige avec Peter Elson le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie, le PhiLab. On pourra envoyer les coordonnées aussi, mais je pense que vous l'aviez dans l'invitation du site web.
Et donc, je vous présente aussi Jacques Bordelot, qui est directeur de la Fondation Beati. Donc, à l'emploi de la Fondation Beati depuis 1998, mais il en assume la direction depuis 2001. Ayant milité au sein du mouvement étudiant et communautaire pendant plusieurs années, Jacques a œuvré comme organisateur communautaire dans le quartier de Villeray à Montréal pendant une dizaine d'années avant son arrivée à la Fondation. Lors de ces années d'engagement, il a été associé de façon importante à la mise sur pied de la Maison de quartier Villeray, de la CDC Solidarité Villeray, ainsi que de la Coalition montréalaise des tables de quartier. À titre de directeur général de la Fondation Beati, Jacques cherche à développer des voies nouvelles et concrètes vers une société québécoise plus juste et solidaire. La question du développement et de la revitalisation des communautés locales est un des enjeux sur lesquels la Fondation est active depuis les tout débuts. Et Jacques assume aussi depuis novembre 2014 la coordination du collectif des fondations québécoises contre les inégalités sociales. Il en est le porte-parole. Alors, bienvenue, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fait que je te passe la parole, Jean-Marc. Voilà, bien, merci pour l'invitation. Alors donc, rapidement, parce que le temps file, rapidement, philanthropie, ce que j'entends, c'est essentiellement des dons qui sont faits par des personnes pour d'autres personnes autour de causes. Ça sous-entend un sentiment de générosité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation ni de donner, ni de recevoir, ni de rendre. Généralement, on associe don à contre-don, mais si on creuse un peu, on pourrait se rendre compte que l'obligation n'est pas nécessairement là. La finalité, elle peut être intéressée et désintéressée. C'est là que ça commence à se compliquer. Désintéressée, je marche dans la rue, je rencontre une personne itinérante, je lui donne de l'argent, elle fera ce qu'elle veut avec, pas de compte à rendre, rien, c'est donné, c'est pour l'amour de l'art. Versus une subvention que je donne, un don que je donne à une organisation parce qu'elle me soumet un projet. Donc là, des deux côtés, il y a un certain intéressement. Est-ce que la transaction amène des contreparties? Dans certains cas, oui. Il y a des contreparties qui font partie d'une entente et où il y a des avantages qui sont liés à la chose ou sans contrepartie. Donc, il y a deux mondes de situations qui peuvent se poser. Alors donc, premier élément, ça touche au don, à ce que j'appelle, moi, la redistribution d'une richesse qui a été socialement produite et qui est socialement utile. Ça, c'est important parce que c'est tout le lien qu'il y a avec l'enrichissement de base, qui n'est pas dans cette conception-là un enrichissement privé, malgré le fait qu'à travers l'histoire, c'est devenu privé, puis il y a des appropriations, etc., qui se font. Les fondations, c'est un univers qui est un peu à l'interface de différents éléments. Il y a un côté qui est un peu privé parce que c'est de l'argent qui a été généré, si on veut, sur une base d'une corporation, d'une entreprise privée. Il y a une dimension publique avec la reconnaissance de l'État. Il y a une dimension sociale du fait qu'on est incorporé sous un régime juridique qui est celui des organismes sans but lucratif, de bienfaisance, etc. Mais il y a aussi une dimension qui est peu connue et qui est que je trouve intéressante à mettre en valeur, c'est la dimension communale autour d'une éthique et d'une esthétique qui, là, je puise dans le répertoire amérindien, du rapport humain à la nature, donc d'une posture d'écoute et de représentation des voies des écosystèmes dans lesquels on habite. Cet élément de philanthropie, je dirais, c'est le 0,02% de l'univers définitionnel, mais c'est quelque chose que nous rappelle constamment quand on travaille avec les Premières Nations, l'importance de la prise en compte des voies, des écosystèmes dans lesquels on est. Et si on pense en termes de rapport à l'environnement, c'est d'écouter les rivières, les plantes, etc., pour leur donner une place à l'intérieur du développement qu'on veut faire. Les fondations, c'est des organisations qui allient, un peu comme les entreprises, tous les éléments de science, d'entrepreneuriat. Elles sont dotées de moyens économiques. La majorité, c'est modeste. Ce n'est pas des gros montants qu'elles ont. Il n'y a que quelques grandes fondations et des moyennes, et elles détiennent la majorité du capital qui est distribué. Les organisations sont diversifiées en termes de causes qu'elles défendent, de causes qu'elles soutiennent, et elles sont reconnues à travers l'État par la dimension publique de la philanthropie via l'Agence de revenus du Canada. Les fondations privées ou publiques sont définies en fonction de la représentation politique sur les CA. Bon, pour faire court, une fondation privée, c'est où on a 50% des voix qui sont détenues par des membres d'une famille, par exemple, ou d'une corporation, versus
public où là, plus de 50% des voix sont non liées à une organisation ou à une famille, dit simplement. Et il y a aussi les fondations communautaires qui, elles, regroupent des fonds dédiés souvent qui sont donc des fonds qui sont mis à la disposition de la communauté sur des causes qui sont précises. C'est pour ça qu'on dit des dons dédiés. C'est important les fondations communautaires parce que c'est un peu à travers cela que le grand mouvement s'est construit. Hein. Première fondation en 1921, il y avait une fondation privée un petit peu avant et après la grande fondation McConnell en 1936-37, donc qui sont les bases. Il y a 191 fondations communautaires à l'échelle canadienne, mais il y en a seulement 9 sur le territoire québécois. Donc je dis 9, seulement 9 parce qu'il y a de la place pour créer d'autres fondations. J'en mentionne 3 qui couvrent 3 territoires sur lesquels les savoirs partagés sont. La Fondation Québec Philanthropie, qui est Québec et Chaudière-Appalaches, Fondation communautaire de l'Estrie et la Fondation communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui normalement pourrait couvrir la région d'un des projets qui est dans les savoirs partagés. Il faut savoir qu'au Québec, il y a environ 2000 fondations et là-dessus, il y en a 1000 qui sont privées et 900 qui sont publiques. En termes de causes qui sont défendues, généralement, c'est autour de la santé, de l'éducation, la culture, la formation au niveau universitaire, les projets de recherche, etc., etc. Les causes sociales ne sont pas les plus gros lieux où sont dépensés les argents des fondations. Curieusement, hein, même si théoriquement c'est lié à la charité et tout ça dans la tradition, mais le gros des argents ne vont pas nécessairement sur ces causes-là, ni sur l'environnement. Donc là, il y a un gros rattrapage à faire et la COVID a révélé d'ailleurs l'importance de travailler sur ces dimensions, les inégalités sociales, la discrimination, le sexisme, racisme, etc. Donc ça a apparu de façon plus évidente à travers la crise de la COVID. L'approche territoriale, elle est souvent présente au niveau des fondations, mais je dirais principalement en milieu urbain métropolitain. Sur les régions rurales, on a moins de fondations qui sont présentes, certainement les centraides, certainement des fondations communautaires, mais il faut se l'avouer, la majorité des fondations sont en milieu urbain, métropolitain, et c'est aussi là que la majorité des dons vont et sont destinés. Une chose qui est importante à regarder, c'est que toutes les fondations, on pense qu'il y a beaucoup d'argent, mais toutes n'ont pas du personnel et lorsqu'elles en ont, elles n'ont pas non plus un nombre très important de personnes. Il y a des grandes fondations comme la Fondation Chagnon qui compte une cinquantaine de personnes qui y travaillent, mais Beatty, je pense, c'est 5-6 personnes à peu près. Et donc, plus la dotation est petite, moins il va y avoir de personnel et souvent, c'est du travail bénévole fait par les membres du conseil d'administration. Alors donc, ça aussi, il faut prendre en considération ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui sont souvent bénévoles et parfois, on a la chance d'avoir des professionnels, mais ils ont souvent beaucoup de tâches à accomplir en même temps. Il n'y a que les très grandes fondations qui, elles, ont réellement des secteurs de spécialisation avec des capacités d'analyse et de réflexion et de travail de suivi qui est beaucoup plus important. Alors, j'arrêterai là pour laisser du temps à Jacques parce que c'est important qu'il nous fasse aussi sa présentation. C'est bon, merci Jean-Marc. Tu pourras revenir ou rebondir après si au besoin. Jacques, je te passe la parole. Oui, bon, bonjour à tous et toutes. J'ai le goût de vous remercier de me faire une place parmi vous. J'étais depuis déjà presque une semaine, je suis énervé. J'ai hâte à ce mercredi matin. Je me disais, bref, ce que vous portez m'habite aussi depuis longtemps. Alors, la question du développement de nos ruralités. Alors, peut-être brièvement parler de Beatty, donc j'imagine que vous la connaissez sûrement, mais vous situez donc, c'est une fondation qui a vu le jour en 1990, donc on va fêter cette année notre 30e anniversaire. C'est une fondation qui a vu le jour suite à un don unique, donc il y avait une mécène derrière cette aventure-là, donc une dame qui a souhaité partager un héritage familial. On parlait d'une douzaine de millions à cette époque-là. C'est une fondation qui rapidement fait le choix là, de se positionner par rapport à la question de la justice sociale ou des inégalités sociales. Au début, on disait une fondation qui souhaite se positionner du côté de l'innovation, donc de ce qui émerge, des réponses nouvelles à des enjeux qui sont souvent
présente depuis longtemps dans nos communautés. C'est une fondation qui, sur la question de la ruralité, assez rapidement s'est positionnée très clairement en faveur d'une vision d'un développement de l'ensemble du Québec. C'est-à-dire qu'elle se disait, comme fondation, même dans des documents d'origine, on va lire que Beatty ne veut pas concevoir le développement du Québec sans le développement de l'ensemble de ses communautés, partout sur l'ensemble du territoire. Et vous allez voir, je vais faire écho à la notion de quelles sont les conditions préalables à un dialogue entre le monde rural et les fondations. Je pense qu'il y a en même temps une option, il y a un statement politique, là, il y a un positionnement à avoir. Après ça, il y a des conditions objectives à mettre en œuvre, mais il y a un choix à faire. Et puis ce choix-là, ben, il est bien sûr possible pour des fondations qui ont une capacité financière importante. Parce que, comme Jean-Marc vient de le dire tout à l'heure, je pense que c'est un des freins à la présence du secteur philanthropique un peu partout au Québec. C'est que pour une grande majorité d'entre elles, là, plus de 75% des fondations, c'est moins d'1 million de capitalisation. Donc, la réalité, souvent portée par des bénévoles. Fait que, même si, à mon avis, là, ça peut servir d'alibi à l'occasion, mais dans bien des cas, les fondations ont de la misère à se percevoir ou comme un acteur pouvant jouer un rôle là, sur l'ensemble du territoire québécois. Et très souvent, elles vont lier leur intervention là, dans les communautés où elles ont les pieds. Voilà. On m'a demandé un peu de vous, donc peut-être d'illustrer un peu comment une fondation peut se faire présente là, partout sur le territoire québécois. Fait que peut-être vous dire qu'à la Fondation Beatty, souvent on a deux leviers importants. Il y a bien sûr celui là, du don, donc don à des initiatives là, qui s'inscrivent, dans le fond, qui permettent à vos communautés de faire face aux défis qui sont les leurs. Mais il y a aussi tout le levier lié à l'investissement. L'investissement qu'on appelle solidaire chez nous, là, dans notre milieu, on parle d'investissement d'impact, mais qui est un levier en même temps souvent négligé par les fondations subventionnaires, mais important pour une fondation comme la nôtre, là, déjà depuis 2002. C'est-à-dire qu'à la fondation, déjà depuis près d'une vingtaine d'années, on a décidé d'utiliser une partie de notre capital pour l'investir dans le champ de l'économie sociale. Et ça reste encore un champ, je dirais, qui est en croissance chez nous, mais avec un potentiel aussi de développement important. Si je vous parle donc du volet philanthropique, bon, bien sûr, comme fondation, je dirais que notre préoccupation pendant longtemps, puis ça reste encore important dans nos préoccupations, c'est comment on peut soutenir des initiatives qui permettent à des communautés dévitalisées ou en processus de dévitalisation de faire face aux défis qui sont les leurs. Donc, à travers le Québec, donc depuis 30 ans, on a soutenu, donc, je dirais, plusieurs centaines d'initiatives un peu partout sur le territoire. Fait que ça serait difficile de parcourir l'entièreté de ces projets-là, mais je suis allé un petit peu par grande famille. C'est-à-dire que chez nous, il y a beaucoup de projets qui sont liés, je dirais, à une participation citoyenne, une réappropriation citoyenne du développement. Qui est un enjeu important. Vous le savez autant que moi. Par exemple, là, il y a quelques semaines déjà, on vient de s'associer avec la CDC des Grandes Marées, là, donc dans le Bas-Saint-Laurent, autour d'un projet d'un projet de recherche-action sur la démocratie participative. Donc, la démocratie dans vos communautés. Donc, c'est un projet là, qui cherche à accompagner 4 MRC dans un processus là, pour réfléchir autrement là, la démocratie locale pour faire place aux personnes en situation d'exclusion ou de marginalité. Bref, c'est le genre de projet là, à la Fondation qu'on trouve important de soutenir. Il y a d'autres initiatives comme celle-là, plusieurs, là, quand je relisais un peu là, à travers les années, qui sont passées par l'expression artistique. Là. Donc, encore une fois, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a un théâtre, le théâtre utile, qui est un théâtre qui a fait aussi qui a tout un travail d'animation dans les communautés là, pour redonner le goût aux gens dans le fond, de redevenir acteurs de changement au sein de leur communauté. Je regarde aussi le Parallèle du côté de Rimouski, il y a eu des initiatives de ce côté-là. Bien sûr, il y a des projets plus à caractère, je dirais, au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, ça aussi, c'est un enjeu important. Là. Donc, sécurité alimentaire, économie locale. Fait que il y a plusieurs initiatives. Au Lac-Saint-Jean, donc des projets aussi là, autour des petits magasins, des petits marchés là, dans les villages. Du côté de l'Outaouais, un projet avec la table en sécurité alimentaire là, autour là, aussi d'une vision là, concertée là, du développement, c'est ça,
de ressources à la fois communautaires, mais aussi d'un réseau de petites entreprises capables d'assurer la sécurité sur ce territoire-là. Proche de vous, là, dans Bellechasse, là, parce que bien sûr, comme vous le savez, il y a l'enjeu, entre autres, aussi là, de l'appropriation du territoire, mais aussi dans le fond de la conversion de bâtiments patrimoniaux là, qui sont importants dans le cœur de nos villages, autant pour le caractère symbolique, mais quel avenir on donne là, en tant compte des ressources puis la réalité démographique. Et ça, il y a eu une démarche là, qui a été appuyée il n'y a pas très longtemps. Là, donc, la contrée de Bellechasse, là, autour dans le fond, qui cherchait à accompagner là, je pense que c'est plusieurs communautés, une douzaine de villages, je pense, autour de la réappropriation, c'est ça, de leurs édifices patrimoniaux. Vous voyez, dans le fond, donc, il y a une diversité d'initiatives qui sont venues à nous puis qu'on a soutenues à travers les années. Je vais vous parler plus récemment de projets qui touchent la question de la transition, parce que bien sûr, là, on est tous traversés par cette pandémie qui nous interpelle dans nos vies personnelles, mais aussi collectives. Donc, dans les derniers mois, la Fondation, on a été interpellé là, par, entre autres, l'initiative au Saguenay-Lac-Saint-Jean liée au Grand Dialogue, donc une démarche là, cherchait à mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un projet, autour des défis de la transition dans ces communautés-là. On a aussi été interpellé par le Fonds commun là, pour une transition énergétique autour des collectivités zen. Donc, ça aussi, là, donc ces initiatives-là sont venues à nous, puis dans les derniers mois, on a senti le besoin, là, c'est ça, de leur faire une place dans nos priorités. Ce qu'on pense comme fondation qui est important aussi, là, tranquillement, de mieux lier enjeux environnementaux puis justice sociale. Même si je pense qu'on sait tous là, que c'est des réalités qui se chevauchent, mais dans la pratique, c'est pas toujours, souvent, on travaille encore en silo. Fait que ça, pour nous, c'était comme important de leur faire une place. Voilà, si je peux peut-être vous parler de la finance, parce que ça, je vous ai dit que voilà, c'était l'autre levier. Donc, ça aussi, comme fondation, là, quand je vous disais que depuis 2002, c'est une préoccupation pour nous. Nos premiers investissements, ils sont allés du côté du crédit communautaire. Hein, donc, cette approche où c'est une communauté qui prête à sa communauté. Donc, l'idée, comment soutenir des fonds qui étaient sous-capitalisés par rapport à la capacité d'assurer le développement. Fait qu'au Québec, on a soutenu là, un fonds dans le KRTB, on a soutenu le fonds de Trois-Rivières, on a investi du côté de la Ville de Québec. Et bref, il y a quelques fonds là, dans lesquels et là, je sais qu'il y a peut-être une demande qui va venir du côté de la Côte-Nord. Plus récemment, on a commencé à s'investir aussi dans des initiatives très, très concrètes. Ça va d'initiatives comme une entreprise récréo-touristique qui s'appelle Coste sur la base Côte-Nord, qu'à des initiatives là, dans le Témiscouata autour d'une imprimerie, là, une entreprise d'insertion, Imprimerie 9000, qui est une entreprise assez importante dans ces communautés-là en termes d'intégration en emploi. À la coopérative Saint-Sylvaire, donc une coopérative alimentaire. Bref, là-dessus, là, il y a plusieurs types d'initiatives qui viennent à nous. Dans ces cas-là, c'est soit de l'investissement direct, donc c'est BATI qui prête, ou souvent, ça va passer par un intermédiaire. Comme fondation, on a développé des partenariats avec des acteurs de la finance solidaire, donc des gens que vous connaissez possiblement, donc le RISC, donc Réseau d'investissement social du Québec, Caisse d'économie solidaire et Filaction, qui est un des outils là, liés au Fonds travailleurs de la CSN, Fonds d'action. Bref, on a des ententes. Avec ces partenaires-là, on va faire souvent de la garantie. Donc, ce n'est pas nous qui va prêter, c'est eux, mais on va venir garantir une partie de la mise. Ce qui permet, dans bien des cas, soit d'aller sur des projets plus risqués, mais je dirais aussi des fois, entre autres pour la Caisse d'économie solidaire, d'augmenter, dans le fond, ce qu'elle est capable de prêter. Parce que les règles bancaires sont très souvent un peu contraignantes, puis elle fait qu'elle pourrait être limitée dans sa capacité à prêter. Et le fait qu'une fondation comme BATI arrive en garant, ça permet d'augmenter le levier puis la capacité à soutenir. J'arrêterai ça là parce que je pense qu'à partir de là, j'ai plus le goût de rebondir sur vos questions. Mais voilà, c'est un exemple du rôle que peut jouer une fondation. Et comme Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, je pense que ce qui m'apparaissait aussi important de mettre en scène, c'est que il y a
il y a quelques grandes fondations au Québec voilà, qui ont une capacité de présence sur l'ensemble du territoire québécois. Donc, on a parlé de la Fondation Chagnon, je pense que Mission Inclusion, l'ancienne Fondation Léger, Fondation Berthiaume-Stranville, Fondation Betty. Il y a quelques acteurs là, qui sont présents historiquement un peu sur le territoire québécois. Dans bien des cas, en même temps, il faut savoir que les fondations ont une approche plutôt sectorielle, hein, donc enfance, famille, personnes âgées. Fait, ce qui est sûr, c'est que souvent, pour vos communautés, la difficulté, c'est de se positionner par rapport à une approche voilà, plus sectorielle. Souvent, nos projets ou vos projets, ils ont une perspective plus large, là, qui ont un aspect qui ont un caractère plus transversal sur l'ensemble de vos communautés. Et ça, c'est souvent difficile de se qualifier là, dans les programmes de ces fondations-là. Et ça, il y a un travail à faire là, pour entrer en dialogue, puis c'est peut-être ça qu'on pourra aborder dans la deuxième séquence. Oui, merci. Merci, Jacques. Ça met bien la table, je trouve, les deux présentations. Autant vous êtes allés tous les deux, là, autant dans les conditions, peut-être que déjà dans les alliances. Je ne sais pas si si jamais vous avez des questions, vous pouvez lever la main en allant sur, en fait, dans Participants, vous pouvez cliquer sur la petite main ou Oui, bravo. Déjà, levez la main, ça va. Si vous avez des questions pour un ou l'autre des intervenants ou si vous avez quelque chose dans le chat. En termes de conditions, si je peux juste permettre aux personnes de réfléchir à des questions à nous adresser. Une première chose qui est importante, c'est que les fondations sont allergiques à intervenir sur le chantier qui relève de l'État. Donc, elles veulent beaucoup être en complémentarité. Deuxièmement, elles n'aiment pas être là 150 ans, c'est-à-dire qu'il y a dans leur horizon une certaine durée là, de ce qui est possible de financer, de soutenir. On aime beaucoup aussi être dans des montages financiers parce que, comme Jacques l'a dit, ce n'est pas toutes les fondations qui ont des enveloppes très larges à donner, surtout dans le secteur social. Quand c'est un musée, des choses comme ça, établir un édifice, là, c'est différent. Mais au niveau du soutien social, on aime beaucoup être en complémentarité. Et là, ça veut donc dire travailler avec d'autres et d'être, si on veut, dans des montages financiers qui sont à établir et à dialoguer et à négocier de part et d'autre. Donc, ça aussi, c'est une dimension qui est importante à prendre en compte. Il y a certaines fondations, et là, il faut bien connaître la culture des fondations, qui aiment être dans une situation d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a le projet déposé, il est discuté, il y a un retour aller, etc. Alors, ce n'est pas juste d'envoyer un projet par la poste, puis on reçoit un oui, puis un non, puis une enveloppe. Donc, il y a quelque chose d'autre aussi. Et ça, c'est souvent riche, cet accompagnement qui est possible. Et ce qui est bien, c'est aussi d'avoir des stratégies, c'est-à-dire que, comme l'a mentionné Jacques, on est sur des causes et il faut pouvoir aller chercher des sensibilités. Donc, il ne faut pas être seulement dans son vocabulaire ou dans son intérêt, il faut aussi se rapprocher. Hein. Par exemple, la Fondation Chagnon qui travaille auprès de l'enfance, l'enfance est située sur un territoire, est située dans des communautés. Vous voyez, il faut faire la gymnastique de travailler avec les situations pour démontrer que oui, ça vous touche ce que l'on vous amène comme projet. Oui, vous êtes concerné par cette cause, même si on n'est pas directement dans exactement la définition qui se retrouve dans votre mission. Alors là, il y a de l'adaptabilité, de la souplesse à faire dans le dialogue à établir avec les organisations. Autre condition, c'est que la philanthropie, c'est deux choses. C'est des dons, mais c'est aussi de l'argent qui est généré. Et donc, toutes les communautés sont des lieux qui génèrent de l'argent. Et cet argent, à un moment donné, il est accumulé puis il est redistribué. Et donc là, il y a un travail important à faire sur comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'argent dans nos territoires, dans nos communautés, puisse être dirigés, si on veut, dans des mécanismes de redistribution, que ce soit des centraides, des fondations communautaires ou des fondations privées, ça n'a pas d'importance, mais qu'il y ait un travail qui se fait de réappropriation et d'orientation des causes qui vont être définies à l'échelle locale. C'est pourquoi le travail avec ça m'apparaît important avec les fondations communautaires, c'est que là, il y a une possibilité de mobiliser des entrepreneurs, des gens qui ont des fortunes pour leur dire, écoutez, il y a des placements à faire, vous pouvez les faire, les diriger directement dans nos communautés. Et à l'image des communautés amérindiennes autochtones, il y a la possibilité de créer des outils
par exemple au niveau local, de se dire on va générer une fondation, même si on n'a pas beaucoup de capital, et pouvoir lever des fonds pour pouvoir attirer, si on veut, des revenus. Alors, il faut aussi travailler sur le push et le pull, aller chercher de l'argent, mais aussi générer à travers son territoire des mécanismes qui vont pouvoir accumuler et permettre une redistribution. Alors, j'imagine que là, il y a des Oui, questions. oui, tout à fait. On a 3 questions, 3 personnes. En fait, il y a Elsa Lambert qui ne trouve pas la main levée, mais qui a une question. Donc, Oui, c'est ça. si tu veux allumer ton micro. Oui, merci. Moi, je suis au collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. Monsieur Bordelot, vous m'avez fait plaisir quand vous avez nommé tous les beaux projets qu'on a par ici, là, particulièrement avec la CDC des Grandes Marées, là, sur la démarche pour faire de la recherche en participation citoyenne. Là, on est là-dedans aussi. Mais vous êtes des précurseurs là-dessus. Là. Vraiment, ça, il faut découvrir cette initiative-là. Oui. C'est merveilleux. Oui, on travaille beaucoup là-dedans. En fait, moi, j'avais vraiment un genre de petit commentaire, un témoignage à faire là, au niveau des projets en ruralité, là, parce que c'est vraiment la question là, au centre là, de la table aujourd'hui. Nous, dans les projets en ruralité, en ville, c'est moins un problème. Moi, je viens de Rimouski, puis pour maintenir des projets, pour les garder, pour pérenniser les projets, ça se passe quand même assez bien parce qu'on a du personnel, on a des ressources pour maintenir les projets. Puis souvent, le financement du gouvernement, des fondations, vient par projet. Mais quand tu es dans une petite ruralité, le financement par projet, bien, le projet, il dure 1 an. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de ressources. Puis le meilleur exemple que j'ai à donner là-dessus, c'est les bibliothèques. Le gouvernement nous a donné de l'argent pour construire des bibliothèques, mais là, c'est tout un défi présentement pour trouver des heures d'ouverture. Puisque tout ce qu'on a, c'est des bénévoles pour maintenir les bibliothèques ouvertes en ruralité. Fait que les projets, on a bien de la difficulté, puis on se casse toujours la tête comment qu'on va faire pour pérenniser. Je ne sais pas si c'est au cœur de vos discussions dans les fondations, dans la philanthropie, mais c'est pas évident. Oui, là-dessus, ce que je peux témoigner, c'est-à-dire qu'à la Fondation Béatis, ceux qui nous connaissent bien, historiquement, là, un peu comme la grande majorité des fondations, le soutien de Béatis était un financement qui avait un caractère relativement limité, c'est-à-dire que c'était un financement annuel. Bon, bien sûr, l'idée de l'institution de départ, c'était de permettre aux organisateurs d'embaucher, donc c'est du salaire chez nous, de permettre l'embauche d'une personne ou le maintien en emploi d'une personne capable d'assurer le leadership dans le développement de l'initiative. Il y avait toujours un caractère limité, c'est ça, donc un financement donc, sur 12 à 18 mois. Et ça, nous, les premiers, on était conscients depuis longtemps là, que voilà, on ne faisait pas le compte. Là. Il faut savoir que nous, depuis 2019, on a fait le choix de faire passer notre financement, un financement annuel, un financement triennal. Et ça, parlez-en dans vos communautés. Fait que nous, depuis peu, voilà, donc on fait le choix d'engagement plus subséquent et plus important dans la durée. À cause de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que les groupes sont venus nous dire, donnez-nous du temps. C'est une des clés de la réussite. Mais ça, encore une fois, ça a un prix, là. C'est un prix à payer pour nous. C'est-à-dire qu'à court terme, sans une augmentation de notre capacité d'agir, la réalité, c'est qu'on va passer de 18 nouveaux projets par année à 6 nouveaux projets par année. Parce que comme les engagements se veulent plus subséquents, j'aurai moins de capacité d'accueillir de nouvelles initiatives. Et ça nous interpelle aussi parce que ça nous interpelle, c'est-à-dire que ça vient nous questionner, c'est ça, sur notre capacité à rester présent encore une fois sur l'ensemble du territoire. Pour le moment, je vous rassure, là, la Fondation, on ne remet pas en question cette idée d'être présent partout au Québec. On fait des efforts, là, puis on est en train de développer une stratégie pour essayer de mobiliser des ressources financières là, accrues, là, puis donc d'augmenter notre capitalisation. Donc, pour une fondation publique, c'est comme nous, c'est du neuf. Donc, de se mettre aussi dans le marché de la levée de fonds pour nous-mêmes, pour être capable d'être au rendez-vous des organisations. Mais voilà, mais vous avez raison, ce n'est pas un choix que font la grande majorité des fondations. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a un dialogue à créer entre le secteur philanthropique et les acteurs de la ruralité. Ça, je pense que, et ça, il est urgent que ce dialogue puisse se faire parce que on pourrait passer l'après-midi, mais à se dire qu'encore une fois, les fondations, elles ne sont pas au rendez-vous, à part encore une fois quelques-unes, puis c'est assez récent. Il existe, selon moi, en même temps, où on est chanceux, c'est qu'on ne parle pas de rien. Il existe en même temps des espaces autour duquel ce dialogue peut se construire. Vous connaissez possiblement le collectif des partenaires pour le développement des communautés.
est un actif important au Québec, qui mobilise là, un nombre important de réseaux là, qui travaillent sur cette question-là. Il y a quelques fondations autour de la table. Je pense que le collectif pourrait assumer le leadership afin de créer des conditions d'un dialogue plus large. Vous avez Jean-Marc Fontaine, là, il y a le FILAB. Le FILAB est quand même aussi là, une démarche partenariale entre le domaine de la recherche et puis le secteur philanthropique. Il y a beaucoup de fondations derrière cette initiative, autour de cette initiative-là. Le FILAB pourrait être aussi un partenaire intéressant, puis il pourrait assumer un leadership pour essayer de mobiliser puis créer les conditions d'un dialogue et de voir comment amener les fondations à tenir compte ou à prendre en compte voilà, les défis de la ruralité. Tout en tenant compte de leurs propres contraintes, là, parce que à la question comment se qualifier sur des enjeux transversaux quand les fondations ont une approche sectorielle, je n'aurais pas de réponse toute faite, là, parce que l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est difficile. C'est-à-dire que, à la Fondation, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années plutôt, on a autour d'un projet à Montréal qui s'appelle le Bâtiment 7, que vous connaissez peut-être, qui est un projet dans lequel on est engagé depuis longtemps. À cause des montants à mobiliser, les montants financiers à mobiliser, on a décidé nous-mêmes de mettre des énergies avec les participants du Bâtiment 7 pour organiser d'autres fondations autour de cette initiative-là. Puis l'idée au début, c'était de développer une autre façon peut-être de faire notre travail. Fait que même là, l'idée d'avoir un pool commun, mais on s'est cassé, là, on s'est cassé le nez, ça a été pas, c'est pas simple. Je pense qu'on arrive à transcender, là, c'est ça, les contraintes administratives de tous et chacun, mais au départ, les gens étaient oui, parfait, il n'y a pas de problème, mais rapidement, la logique des programmes, la logique en silo a pris ses droits et c'est difficile. Puis là, je vous parle d'un projet très, très concret. Et voilà, fait que c'est pas simple parce qu'il y a quelque chose d'antinomique dans la logique et la façon que les fondations ont eu de concevoir leur action. Mais ce qui est intéressant, juste si tu permets, ce qui est intéressant, c'est que l'univers philanthropique est en mouvement, c'est-à-dire qu'il bouge. Et présentement, il y a des choses qui se passent avec la COVID qui sont intéressantes parce qu'elles forcent des collaborations entre des fondations. Ouais. Alors, par exemple, la PFC, qui est le regroupement des fondations canadiennes privées, il y a un travail qui se fait qu'on appelle d'incubation de projets. Alors, comme par exemple, avec la COVID, il y a des fondations qui voulaient intervenir de façon différente sur le territoire de Montréal. Et donc, elles ont demandé à PFC d'être un intermédiaire pour regrouper 4 fondations et les aider dans le montage de leur intervention sur le terrain montréalais. Et ça a permis à PFC de se donner un rôle un peu d'incubateur de projets sur des thématiques qui étaient absentes. Là. On manquait de force vive. Alors, ils ont développé une autre thématique autour de l'environnement et il y en a une autre qui est en train d'émerger sur la santé mentale. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une thématique sur la ruralité, par exemple? Donc, d'approcher PFC et CFC, qui est l'autre grand regroupement des fondations communautaires, pour leur dire, là, il y a un vide au niveau de la ruralité. On a des besoins particuliers, on a des problèmes qui sont spécifiques et il y a une absence de ressources évidente au plan philanthropique. Est-ce qu'on peut travailler sur un montage, sur un projet pilote pour pouvoir mobiliser des fondations autour de ce grand thème-là? Alors, elles vont rentrer avec leurs propres causes là, qui sont sectorielles, mais elles vont être regroupées sous un chapeau où est-ce qu'elles vont se reconnaître un intérêt commun et le dialogue avec les communautés rurales permettra de définir les zones où est-ce qu'il y aurait des interventions ciblées à faire autour des investissements. Alors, vous voyez, c'est pas un monde qui est monolithique dans le sens que c'est cané, c'est ça, ça ne bouge pas. Là, il y a un espace qui est en train de changer et je pense il faut être un peu agressif, proactif, développer une stratégie. Je le vois très bien avec les savoirs partagés 3.0. Vous avez une opportunité parce qu'il y a une demande de financement qui a été faite à la Fondation Chagnon. Si ce financement est positif, bien là, il y a déjà une première porte d'entrée. Et là, de voir comment, avec la Fondation Chagnon, il est possible de générer cette table de discussion autour de la ruralité pour susciter l'intérêt d'autres fondations et les amener à collaborer peut-être sur un projet pilote ou des projets pilotes en région. Donc, il y a des possibilités de développement qui sont à l'horizon. Super, merci. Il y a deux autres mains levées. Donc, il y a Jacques Caillouette et Sœur Camus après. Donc, Jacques. Alors, merci pour votre présentation et l'activité. Alors moi, peut-être Jean-Marc et Jacques, de revenir
Je trouvais ça intéressant au début, le côté sur une conscience du rapport à la nature et emprunté aux communautés amérindiennes. Et je me disais aussi, Jean-Marc, comme tu l'amènes, ça, et tu l'amenais sur toute la question, la COVID, mais les inégalités sociales, le sexisme, en tout cas, voir qu'il y a des tensions dans notre société. Et toute cette stratégie-là, on dirait de créer un espace de dialogue entre les acteurs des communautés versus les philanthropies, et comme essayer de créer cette alliance-là, mais en même temps, une alliance qui est capable de voir qu'il y a des dysfonctions ou des tensions dans la société, entre autres, comme les inégalités sociales et les sexistes. Est-ce que de parler de ça, plutôt que de parler seulement de charité, ou est-ce que ça réussit à faire une place? Et comment le faire? Je pourrais peut-être juste ouvrir, puis je laisser à Jacques avec le collectif là, d'amener toute une réflexion qui est en cours. Je pense que il y a deux types, deux grandes familles, on pourrait dire, de fondations. Il y a des fondations qui sont très conservatrices, et puis là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est les termes charité, puis amenez pas des choses, des mots, parce que là, ça ne marchera pas. Donc, ça, je pense qu'on les laisse de côté pour l'instant. Il y a des fondations qui sont ouverte et très ouverte. Et c'est avec ce bassin-là, je pense qu'il faut pouvoir travailler. C'est là qu'il y a des alliances qui sont à faire, puis il y a aussi des convergences d'esprit. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un cheminement récent des fondations. Et là, je laisserai Jacques parler du collectif de fondations sur les inégalités sociales. Oui, bien, je ne sais pas si je vais répondre à ta question, Jacques, mais ce qui est sûr, c'est que, parlons du collectif des fondations. Encore une fois, là, vous avez vu, moi, je suis arrivé en 98, fait que je suis un vieux de la philanthropie, là, mais j'ai dit souvent, jusqu'à tout récemment, le secteur philanthropique, c'est un secteur qui ne se comprenait pas en secteur. C'est-à-dire qu'on avait des organisations qui travaillaient là, chacun dans son univers, chaque philanthrope avec son projet de société, puis bon, sans une vision systémique de son action. Même la question du rapport à l'État, je pense que les choses la réflexion s'est accélérée dans les dernières années, mais jusqu'à tout récemment, encore une fois, donc c'est ça, le secteur philanthropique, ce n'était pas un secteur, c'était des acteurs sur le terrain, chacun encore portant son action. Je reviens à la démarche du collectif, c'est-à-dire que 2014-2015, vous vous rappelez, là, donc, le gouvernement Couillard qui arrive au pouvoir au printemps, on annonce, c'est ça, dans le fond, donc, des mesures d'austérité, rigueur budgétaire, là, mais une révision des programmes, de la fiscalité. À cette époque-là, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes dans nos communautés, dans nos familles. Bien sûr, comme secteur philanthropique ou comme acteur philanthropique, nous aussi, on s'est senti interpellés. Là, je vais parler de la Fondation Beati. Puis on aurait pu décider à ce moment-là de prendre une parole qui nous est propre en disant, regardez-nous, comme Fondation, on pense que comme État, l'État doit faire attention, là, puis bien mesurer l'impact de ses politiques publiques, de ses choix politiques sur les organisations, sur les populations, sur les communautés. À cette époque-là, on a voulu plutôt le faire dans une perspective de système, fait qu'on a travaillé à mobiliser des acteurs du secteur philanthropique. Il y a une sortie publique, donc 9 fondations. J'aime à penser, là, puis je ne suis pas seul à le dire, mais j'aime à penser que cet événement-là a été un événement fondateur là, de quelque chose au sein au moins d'un segment de l'écosystème philanthropique où des acteurs se sont dit, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 3. C'est-à-dire que si on mettait nos intelligences, nos ressources ensemble, on peut peut-être faire les choses autrement. Et là, tranquillement, voilà, je dirais, il y a un segment du secteur philanthropique qui s'est mis à avoir le goût de réfléchir ensemble. Bien sûr, sur la question, au départ, ce qui l'avait fait naître, c'est la question des inégalités sociales. Depuis ce temps-là, ben, ce collectif est resté mobilisé, donc a commencé à réfléchir à quel rôle il pouvait jouer pour faire avancer ces questions-là. Ces dernières années, il a déposé plusieurs mémoires, là, que ce soit dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, dernièrement là, dans les consultations sur le renouvellement du plan d'action et soutien à l'action communautaire autonome. Le collectif a travaillé aussi beaucoup dans la dernière année sur la question de la fiscalité, parce que si on veut agir sur la question des inégalités sociales, je pense que autant comme citoyen que comme organisation, mais aussi comme fondation, on était conscient qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'enjeu de la fiscalité. Et ça a amené les fondations à
à réfléchir à la fiscalité de façon large, mais aussi à la fiscalité qui les gouverne, en disant est-ce que cette fiscalité est-elle elle-même génératrice d'inégalités sociales ou est-ce qu'on peut porter un regard aussi sur cette fiscalité-là. Et puis, bref, ça amène les fondations aujourd'hui. Là, je vous donne un scoop, là, mais d'ici quelques semaines, les fonds de ce collectif-là risquent de publier là, un cadre de référence où il va prendre des engagements clairs là, pour un investissement plus responsable en adéquation avec la mission et les objectifs de développement durable. Des engagements au niveau de la gouvernance, hein, donc des engagements avec un désir d'associer de façon plus claire les premiers concernés à la gouvernance, mais aussi au choix philanthropique. Bref, il y a des choses qui bougent. Là, fait que, encore une fois, comme Jean-Marc vient de le dire, je pense qu'on est dans un contexte où voilà, il y a de l'espace là, pour introduire des préoccupations comme les vôtres, parce que le secteur philanthropique sent très bien que voilà, il y a besoin de se laisser déranger par la réalité, puis encore une fois par une situation qui ne s'améliore pas. Là. Les inégalités sociales au Québec comme dans le monde ne sont pas en diminution, là, on l'a bien vu. En effet. Je vais passer la parole à Annie. Ensuite, il y a Vincent et Nathalie qui ont levé la main. Brièvement, en fait, j'ai été très intéressée justement, puis je pense qu'Elsa va être contente d'entendre parler de l'initiative, entre autres, sur la démocratie participative avec la CDC oui. Des Grandes Marées. Donc, puis je pense que c'est Jean-Marc tout à l'heure qui a dit faut aller, ou je ne sais pas si c'est toi, Jacques, là, mais tu sais, il faut aller voir ça, cette initiative-là. Donc, première question, où est-ce qu'on peut trouver de l'information justement sur une initiative comme celle-là? Parce que c'est intéressant, donc on a envie d'en connaître plus. Puis ça a suscité la question suivante, c'est-à-dire, il y a ça qui se passe, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent. Ça a l'air très intéressant. J'imagine que tout le monde va en dégager des apprentissages. Comment on peut aussi espérer qu'éventuellement les apprentissages de tous ces projets qui sont soutenus par la philanthropie puissent aussi éventuellement être transmissibles ou partagés? Quelle place ça prend comme dans la réflexion justement des fondations? C'est intéressant ce que tu dis, Annie, parce que tu vois, par exemple, à la Fondation Beati, attends, là, je reviens, je suis à vous. Tu vois, cette question-là, elle nous avait été posée par les organismes eux-mêmes qui disaient, vous êtes chanceux à Beati, vous avez accès au meilleur de nous-mêmes. Mais en même temps, cette information-là, elle n'est pas collectivisée. Et puis nous, ça nous a amené à réfléchir, à dire, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Je ne vais rien annoncer. On travaille, mais on est en train, là, actuellement, en dialogue avec les organisations pour voir aussi qu'est-ce qui fait du sens pour eux, mais de créer des conditions où, une fois par année, il y aurait un espace où les groupes pourraient, la fameuse reddition de comptes, elle ne le fait pas uniquement à nous, mais il y a quelque chose qui est partagé collectivement, où les groupes sont amenés à présenter un peu le résultat à d'autres. Et puis, donc, c'est un espace qui est collectivisé. Et là, il peut y avoir quelque chose qui peut être de l'ordre de l'enrichissement collectif. On réfléchit à ça en disant, voilà, est-ce que la reddition de compte ou l'évaluation, plus l'évaluation même, est-ce qu'elle doit être partagée uniquement aux bailleurs de fonds? Nous, on pense que non. Plutôt, on cherche des voies alternatives pour voir est-ce qu'on peut plus favoriser, c'est ça, le partage et le transfert de ces expertises-là entre les organisations. On est là-dedans. Si on arrive à quelque chose, j'espère que ça pourra en inspirer d'autres. Ça sera clairement un moment d'apprentissage pour dire est-ce que ça marche pas, ou qu'est-ce qui ne marche pas, comment on peut faire les choses autrement. Mais je partage ta préoccupation. Moi, on partage cette préoccupation à la Fondation de voir est-ce qu'on peut réfléchir les choses autrement. Et c'est clair aussi que ça soulève le lien avec le milieu scientifique ou de la recherche, tant au niveau cégep qu'au niveau universitaire. Et c'est important d'avoir cette mise en relation pour que les apprentissages puissent effectivement sortir des tablettes et puissent être généralisés. Ça soulève aussi la question de est-ce qu'on peut ne pas avoir plus de chercheurs en milieu communautaire? Comme par exemple avec Parole d'Exclus, on a vu l'importance du travail que fait Isabelle et son équipe à l'intérieur de cette organisation. Alors oui, c'est important ces connaissances-là, il faut les diffuser, les faire connaître. Et je pense que c'est central là, de pouvoir miser là-dessus. Mais c'est pas nécessairement assez. Une fois qu'on a les connaissances, les apprentissages, il faut les pousser, il faut les amener plus loin. Il faut être capable de faire un changement d'échelle. C'est là que des organisations comme le TIES là, deviennent importantes pour permettre cette généralisation et de monter en généralité. Voilà. Vincent. Bon, on parle du TIES. Vas-y.
Je suis interpellé, c'est ça. Ben, je pense qu'on dit beaucoup de choses importantes depuis tantôt. Puis je vais essayer de les dire dans mes mots parce que je pense que ça amène à des conséquences très, très importantes qu'on est en train de cerner, là. Premièrement, c'est que les fondations, oui, ça a beaucoup d'argent à distribuer. Je ne sais pas c'est quoi les montants de toutes les fondations. C'est quelques milliards juste au Québec. Bon, ça reste une goutte d'eau par rapport au budget de l'État, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas juste de l'argent qui est distribué. C'est qu'avec le temps, il y a une expertise qui est développée, une compétence. Un, parce qu'il y a des équipes de travail, mais deux, parce qu'à travers toutes les expériences, les projets pilotes ou pas pilotes soutenus, il y a un réseau de connaissances qui s'est construit aussi. Donc, il y a une capacité de voir émerger qui se trouve autour des fondations. Et là-dedans, si je peux me permettre un 15 secondes têteux, la Fondation Beati est importante parce que même si c'est une petite fondation, c'est souvent, et ça a été dit dans le chat tantôt, c'est la première qui arrive, qui finance des trucs avant même que ça arrive et qui prend la chance. Et que les autres regardent en disant « Oups, on va voir ce que ça donne. OK, ça a d'allure, on va y aller. » Et il y a aussi une relation de proximité qui s'est construite avec la Fondation Beati. Et la Fondation Beati parle avec les autres fondations. Et donc, il y a une sorte de dialogue qui commence là. Mais ce dialogue-là, il commence. Et effectivement, il y a un enjeu peut-être de définir ensemble, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui devrait aller au-delà du pilote. Il y a des pilotes qui sont financés depuis 25 ans. Ça devrait passer dans les politiques publiques. Et là, ben, il y a peut-être une contradiction chez certaines fondations, à savoir qu'elles ne veulent pas, pour toutes sortes de très bonnes raisons, avoir de rapport à l'État, influencer les politiques publiques. Et il y en a qui se sont fait reprocher leur influence auprès des politiques publiques, se sont fait taper dessus, critiquer vertement. Donc, ils ne veulent plus toucher à ça. Mais en même temps, de facto, à cause de l'argent qu'elles distribuent et de ce carrefour d'information et d'analyse, d'expertise, sont en mesure d'identifier, de soutenir des expérimentations qui peuvent passer à l'échelle ensuite. Et là, l'enjeu, c'est peut-être pour tous les réseaux de travailler avec les fondations pour que cette influence ne se fasse pas seulement qu'entre quelques fondations qui ont une connaissance et l'État, mais vraiment qu'il y ait une co-construction avec les réseaux, les expériences, les fondations, pour que ce qui va en sortir comme discussion publique, par exemple, comme dans l'exemple que Jacques et Jean-Marc vous donniez sur le collectif des fondations, sur les inégalités, ça peut être sur d'autres choses, puisse avoir des influences très positives sur les politiques publiques. Et là, je pense qu'il y a un enjeu pour nous tous ici réunis, n'est-ce pas? De dire comment on travaille avec les fondations pour construire, renforcer ces réseaux, et ce qui sont aussi des réseaux de connaissances et d'influence sur les politiques publiques. Sur la question de l'influence, j'ai le goût de dire, Vincent, que je dirais là-dessus, je pense que les fondations, je fais la lecture contraire. Je pense qu'elles découvrent qu'elles peuvent avoir un rôle d'influence, puis qu'elles ont clairement un rôle elles peuvent clairement jouer un rôle pour amplifier des initiatives nouvelles. Elles ont un rôle à jouer pour mieux faire connaître des initiatives avec lesquelles elles sont en lien. Mais je pense qu'elles sentent aussi qu'elles peuvent jouer un rôle d'influence auprès des gouvernements. Ce qui me réjouit, c'est que je pense qu'elles sont en même temps préoccupées ou sensibles de voir comment elles peuvent jouer ce rôle-là sans se substituer à la parole du terrain. Donc, je pense qu'elles ont développé puis, une hypersensibilité à voir comment on fait ça, mais en y associant encore une fois les premiers concernés. Fait que, par exemple, je sais que par exemple, dans le cas dans le contexte de la COVID, on a des discussions, là je parle du collectif des fondations, là, mais comme porte-parole, on a des discussions avec le RQAK, la table des recoupements de provinciaux, entre autres, un espace d'échange, de dialogue, entre autres, pour se dire, bon, voilà, faire le point un peu sur l'action de l'acteur philanthropique dans le contexte de la COVID. Est-ce que les fondations font bien les choses? Y a-t-il des choses à revoir? Mais aussi à réfléchir à la suite, puis avoir aussi à la question du dialogue avec l'État, à établir avec l'État, de dire, quelles seraient nos attentes là, partagées? On sent de la part de l'État un intérêt là, à un espace d'échange entre le secteur philanthropique, le secteur communautaire, puis et puis des représentants de différents ministères. Je ne cache pas que j'ai même vu des propositions très concrètes circuler dans les milieux qui sont les où je travaille. Je ne suis pas toujours sûr là, que j'étais toujours confortable avec ce qui était proposé, mais en même temps, je sens quand même, donc, encore une fois, il y a un changement de paradigme. Les gens perçoivent l'intérêt
à la fois stratégique et politique, de créer ces espaces d'échange. Alors pour moi, ça c'est quand même de bon augure, là, parce que jusqu'ici, encore une fois, tout le monde travaillait un peu en silo, le secteur philanthropique c'est chaud, le secteur de l'action communautaire aussi, puis avec peu d'espace d'échange. J'aimerais... Non, il n'y a pas de problème. Je vois le temps qui passe. J'aimerais beaucoup prendre la question de Nathalie. Puis après, s'il y a 2 minutes encore, il y a une question d'Éric Lemieux dans le clavardage aussi. Oui. Nathalie, je te passe la parole. Oui, bonjour. Ça fait vraiment plaisir d'être parmi vous puis d'avoir entendu autant de bonnes nouvelles et de bonnes intentions. Moi, je voulais contribuer. Écoute, il n'y aura pas beaucoup de temps, donc je veux juste contribuer ce que je suis capable de contribuer. Donc, moi, je suis une fiscaliste. Il s'est passé quelque chose lorsque j'étais au Board of Governors de la Fondation canadienne de fiscalité. J'étais là en 2017-2018. Puis, il y a eu une grande cause qui a été gagnée devant la Cour en Ontario qui a établi que le monde du secteur charitable, donc les fondations privées, les fondations publiques et les organismes de bienfaisance enregistrés, avaient le droit de faire des activités pour la prévention et pour faire de l'activisme pour un changement de politique publique et donc de faire de la prévention et de l'activisme pour des politiques publiques, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire avant parce que c'était considéré par Revenu Canada comme de l'activité politique. Alors que ce n'était pas de l'activité politique, c'était de l'activité citoyenne, l'activisme citoyen. Elle n'avait pas le droit. Donc, moi, je veux juste que vous sachiez que c'est un grand succès qui a eu lieu. Puis ça a été plusieurs fondations qui se sont mis derrière un cas. C'était le cas de l'organisme Pauvreté Canada. Imaginez, Revenu Canada qui est allé en cours contre Pauvreté Canada. Donc, mon message d'espoir, c'est pour vous expliquer que ce qui ne s'est pas passé dans le passé, donc des actions qui n'ont pas été prises, puis surtout du financement, puis des donations qui ont été faites dans des secteurs de la santé, tout ça, c'était des secteurs qui leur permettaient de ne pas avoir de problème avec Revenu Canada. Donc, mon message d'espoir que je veux vous donner, c'est qu'on a vraiment un mouvement à créer, puis le gouvernement fédéral va arrêter de faire peur à ces fondations privées et publiques qui ont effectivement des moyens et des réseaux. Donc, je voulais juste compléter. Et compléter que comme fiscaliste, je regarde beaucoup les données. Puis, je peux vous confirmer que M. Bordelot est effectivement, avec la Fondation Beatty, un grand leader innovateur. Les données le prouvent. Puis, je souhaite juste pouvoir continuer à travailler avec M. Bordelot pour le développement durable. Je vous remercie. Merci. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a mis dans le chat un lien vers une biographie bande dessinée. Juste un tout petit mot sur la question de la fiscalité. Il y a présentement un comité, le comité du Sénat qui travaille sur la réforme de la loi sur la philanthropie. C'est une discussion qui est en cours, qui a malheureusement pas beaucoup d'écho au Québec. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt au Québec pour cette loi-là, alors que je pense qu'il faudrait qu'il y ait un travail qui se fasse. Et ce serait peut-être de bon augure que peut-être le TIES avec d'autres organise une session d'information sur la réforme et de voir exactement quels pourraient être les messages clés qui devraient être envoyés au gouvernement pour cette réforme-là. C'est très, très important. D'accord. C'est bien. Et je me porte volontaire. Hein? Je veux dire, j'ai beaucoup d'expérience. Super. On a vos coordonnées en plus dans les je vais répondre à la réponse d'Éric, mais j'ai goût, dans le fond, par rapport à ça, Jean-Marc, par rapport à la question de la loi de la bienfaisance, la révision, d'entrée de jeu, je vous ai parlé aussi, c'est ça, tout le volet de l'investissement responsable ou solidaire de la Fondation dans plusieurs de vos communautés. Le contexte d'aujourd'hui ne nous permet pas d'explorer cette voie-là, mais je suis un de ceux qui dit que c'est un des rôles importants que peut jouer la philanthropie au niveau du développement de la ruralité. C'est un soutien à une autre économie, une économie de proximité. Je trouve que parce que l'enjeu de la revitalisation et du développement économique dans les villes et villages, c'est un enjeu important dans la capacité même de continuer d'habiter le territoire. Et à ce niveau-là, je pense que les fondations pourraient, je dirais pourraient, parce qu'elles ne sont pas au rendez-vous, il faut être clair actuellement, mais je pense que là, il
y a du travail à faire pour amener les fondations à se mobiliser derrière ces questions-là. Mais je crois, puis je pense que je fais quoi à ce que j'en remarque, il y a un contact qui est favorable, même si je suis le premier à d'être critique envers mes pairs, en disant depuis longtemps que ça prend du temps. Moi, je sens quand même que ces dernières années, les choses s'accélèrent. Et je crois que le contexte de la pandémie, à ce niveau-là, va nous amener à changer de paradigme. Là. Je pense qu'il y a des fondations qui se disent, qui sont même en train de réfléchir, de dire est-ce que nos programmes tels qu'on les a conçus, est-ce que nos priorités de financement telles qu'on les a conçues tiennent encore la route quand on tient compte des urgences, là, à la fois climatiques, sociales. Bref, je sens quand même là, quelque chose, là, et là, on est de l'autre plus de l'intuition, de ce qui est dans les conversations privées, de comment je vois comment les fondations réagissent. Comment elles se sentent interpellées par ce qui se passe. Bref, pour moi, il y a quand même donc un espace qui s'ouvre. Sur la question de l'interlocuteur gouvernemental, dans le fond, c'est le ministère Travail, Emploi, Solidarité sociale, donc qui était l'interlocuteur naturel. Mais je trouve ça intéressant. Mais ce qui était sûr, c'est que pour le collectif, là, je vais parler plus du nom du collectif là, dans cette démarche-là, pour nous, il était clair que s'il y avait un espace qui devait être initié par le gouvernement, il fallait que ça ait une perspective plus large, puis que ça puisse associer d'autres ministères que le ministère du Travail, Emploi, Solidarité sociale. Ce qui était, mais je pense l'intuition, mais plus que l'intuition de fond, c'est-à-dire qu'on dit souvent au sein du secteur philanthropique que les choix gouvernementaux, les choix des gouvernements, elles impactent sur nous tous, mais elles impactent aussi sur nos organisations. C'est-à-dire ce que le gouvernement ne finance pas, on se retrouve un peu des fois là, à être obligé de prendre le relais. Puis il y a un malaise là, chez plusieurs acteurs de jouer ce rôle-là de substitut de ce que l'État ne fait pas. Donc, mais jusqu'ici, il n'y avait pas d'espace d'échange pour être capable de déposer ces enjeux-là. Tout à l'heure, on parlait là, du rôle des fondations qui était souvent d'être là quand les choses émergent. Ça postule qu'en arrière-fond, l'État assume une responsabilité d'assurer l'institutionnalisation des initiatives. La réalité, vous la connaissez comme moi, c'est que l'État n'est plus au rendez-vous même de l'institutionnalisation des initiatives les plus intéressantes, les plus porteuses. Elle travaille de plus en plus dans une perspective aussi de projet puis de perspective court terme. Et là, on a tous un problème. Et ça, jusqu'ici, il n'y avait pas d'espace pour être capable de déposer ces enjeux-là puis dire concrètement, voilà comment on agit là, si on veut avoir un effet structurant dans le temps. Ce qui est clair pour le secteur philanthropique ou, encore une fois, pour les fondations avec lesquelles je travaille, c'est qu'il est important que ce dialogue-là il se fasse avec, encore une fois, les premiers acteurs concernés. Là. Le grand danger, c'est que les fondations s'approprient cette parole-là et puis jouent seuls ce rôle d'influence. Pour moi, il y aurait péril en la demeure. Merci pour la réponse, c'est très clair. Merci. Ça fait plaisir. Merci tout le monde pour les questions. Merci pour les réponses. On se dirige vers la fin. Il y a des gens déjà qui ont commencé à quitter. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jean-Marc. Merci Jacques. C'était vraiment très intéressant. Donc, ça va être disponible, enregistré. Les ressources aussi dont on a parlé seront sur Passerelle. Vous le recevrez par courriel. Sachez qu'à BATI, même contexte de pandémie ou pas, on maintient nos appels de projet. Et si dans vos communautés, il y a des belles initiatives, sachez que d'ici le 30 janvier prochain, les gens seront invités à venir vers nous. N'hésitez pas. On croit, encore une fois, à un Québec de toutes ces régions. Fait qu'encore une fois, si dans vos communautés, il y a des choses qui vous pensez pourraient rejoindre les préoccupations de la Fondation BATI, n'hésitez pas de venir vers nous. Voilà. Puis, Philab, on a un newsletter, donc vous pouvez vous abonner et recevoir beaucoup d'informations. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci pour l'invitation. Au plaisir. Au plaisir, au revoir. Prenez soin de vous.